Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir pour une nouvelle vidéo consacrée à la dissonance cognitive. Alors maintenant je vais parler de la dissonance née d'une tentation. Alors voilà en quoi cela consiste. Si une personne accomplit une action qu'elle estime malhonnête pour obtenir une récompense, la connaissance du caractère peu honnête de cette action est en dissonance avec le fait de l'avoir accomplie. Je crois que c'est clair, hein? Si une personne accomplit une action qu'elle estime malhonnête, la connaissance du caractère malhonnête de cette action entre en dissonance avec le fait de l'avoir accomplie, c'est-à-dire que la personne ressent un malaise, un mal-être. Alors, la prédiction, c'est que la personne va changer d'attitude envers la valeur de cette action. C'est très intéressant, hein? Elle va se persuader, elle va le croire sans doute, que l'action n'est pas si répréhensible que cela. Vous vous rendez compte? Elle accomplit une action qu'elle estime malhonnête, ça crée de la dissonance, elle va réduire la dissonance en se persuadant que cette action n'est pas si malhonnête que cela. Alors, de la même façon, si un individu refuse d'accomplir cet acte qu'il estime malhonnête, sa connaissance des récompenses auxquelles il aura renoncé vont entrer en dissonance avec le fait de ne pas avoir accompli l'action. Donc il n'a pas accompli l'action, il n'a pas eu la récompense, c'est dissonant. Eh bien, cette personne, vous savez ce qui va se passer, hein, c'est qu'elle sera encore plus sévère qu'avant vis-à-vis de la malhonnêteté de cette action. Vous voyez, une personne n'accomplit pas une action malhonnête, elle a perdu la récompense, eh bien, elle arrive à se persuader que cette action est vraiment très malhonnête, alors qu'elle pensait seulement qu'elle était très malhonnête. Voilà. Alors, l'ampleur de la dissonance sera d'autant plus grande que les récompenses auxquelles la personne pouvait prétendre étaient élevées. Si la personne a renoncé à cette action pour une récompense particulièrement élevée, elle sera encore plus dissonante que si la récompense était faible. Alors Mills a étudié cette thématique, ce cas précis, en 1958. Mills, ça s'écrit M-I-2-L-S. Alors, il adopte l'attitude expérimentale. C'est une approche expérimentale. Tous les travaux que je vous citerai sont le résultat d'une approche expérimentale, forcément. Alors, il va mesurer l'attitude d'enfants à l'égard de la tricherie. Dans un premier temps, il mesure cette attitude de ces enfants à l'égard de la tricherie. Bon, une échelle que je ne connais pas, mais bon, je pourrais éventuellement entrer dans les détails si je retrouve l'expérience de Mills. Alors, il va ensuite proposer à ces enfants de participer à un concours doté de prix. Alors, là, il y a encore une variable. Vous voyez ce que c'est qu'une variable indépendante? Alors, on fait varier l'importance du prix. Première variable, premier cas, premier groupe, le prix est peu élevé. Deuxième groupe, le prix est élevé. Voilà ce que c'est qu'une variable. On varie quelque chose, on fait varier quelque chose dans l'environnement de la personne, et ça s'appelle une variable indépendante. On fait en sorte qu'elle soit le plus indépendante possible. Alors, pendant ce concours, il est possible de tricher. Certains enfants trichent, d'autres ne trichent pas. Mais rappelez-vous, on a mesuré avant le test l'attitude des enfants vis-à-vis de la tricherie. Bon, après, il y a une norme sociale, peut-être que les enfants, on va dire, n'ont pas répondu avec sincérité. Mais globalement, comme on prend des groupes importants d'enfants, on limite quand même ce biais. Hein. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il y a toujours des biais en psychologie expérimentale. C'est pratiquement impossible, ce ne sont pas des mathématiques. Hein. Alors, les résultats, vous les connaissez déjà, je n'ai même pas besoin de vous les exposer. Les enfants qui ont triché étaient devenus plus indulgents vis-à-vis de la tricherie, vis-à-vis de l'acte de tricher, que les non-tricheurs. Alors,
ceux qui ont triché deviennent plus indulgents vis-à-vis de la tricherie. Entre avant et après, vous savez, on l'a mesuré avant, donc on peut comparer après. Hein. Et ceux qui n'ont pas triché sont devenus encore plus sévères vis-à-vis de la tricherie. Avant, on a fait la mesure, avant le test, on a fait la mesure des enfants, de tous les enfants, on a obtenu un résultat, et ensuite, on a introduit les variables, voilà, et on observe les résultats finaux, et on se rend compte que les enfants qui ont triché sont plus indulgents vis-à-vis de la tricherie qu'auparavant, et que les enfants qui n'ont pas triché sont encore plus sévères vis-à-vis de la tricherie qu'auparavant. Alors les tricheurs de la condition prix peu élevé, modifient plus leur attitude d'indulgence que les tricheurs de la condition prix élevé. Voilà. Les non-tricheurs de la condition prix élevé sont plus sévères que ceux de la condition petit prix. Alors pourquoi ces résultats? Alors ceux qui ont triché pour un prix peu élevé, c'est dissonant. Ils ont triché, merde, j'ai triché, je suis contre la tricherie, c'est pas bien de tricher, et j'ai eu un prix peu élevé, c'est dissonant. Je vais me persuader, je vais m'auto-persuader, ils vont croire, ils vont finir par s'auto-persuader que la tricherie c'est rien du tout. Ceux qui ont triché pour un prix élevé, ils ont moins besoin de changer de point de vue, puisque le prix, l'importance du prix, la valeur du prix justifie leur tricherie. Donc ils se sont dit, bon, je suis toujours contre la tricherie, mais là franchement le prix était élevé, donc ça vaut le coup. Voilà, vous comprenez, c'est très intéressant. Hein. Les non-tricheurs, donc, qui ont triché, qui n'ont pas triché justement pour un prix élevé, vont éprouver une forte dissonance, disent merde. J'aurais dû gagner un prix élevé, j'aurais eu un beau cadeau, et j'ai pas triché. Et ben ils modifient, ils vont être encore plus sévères ceux-là que les autres, vous voyez, vis-à-vis de la tricherie. Vous voyez, c'est vraiment une expérience fondamentale, cette expérience de Mills. Après une tentation, vous voyez comment l'individu réagit, c'est-à-dire qu'une une mise en situation, un acte va modifier la pensée. Voilà, c'est ça, un acte. C'est pas la pensée qui modifie la pensée, comme dans la communication persuasive, mais là c'est un acte qui modifie notre pensée. Voilà. Et d'ailleurs, on peut s'interroger sur les aspects déontologiques de ces expérimentations, puisque ça peut gravement perturber certaines personnes. Hein. Enfin, bon, on va pas s'apesantir là-dessus, je ne pense pas qu'ils aient été forcément traumatisés, les enfants qui ont subi cela, qui ont fait partie de cette expérimentation de Mills en 1958. Mais il y en a d'autres, je vous cite celle-là parce que c'est la plus marquante, la plus connue. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la dissonance cognitive de Festinger, 1957. Bonne journée, au revoir.